Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire, ici, dans l'Historien du dimanche. Prenez un café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons parler d'un géant, d'une figure qui, 2 siècles après sa mort, continue de fasciner, d'agacer, de diviser, mais jamais de laisser indifférent. Vous l'avez deviné, nous allons nous pencher sur Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier. Un nom qui résonne comme un coup de canon, n'est-ce pas ? Il évoque la gloire, la conquête, mais aussi le drame, la chute. Un homme qui, parti de presque rien, a non seulement conquis l'Europe, mais a aussi profondément remodelé la France et bien au-delà. Mais qui était-il vraiment, cet homme au petit chapeau, dont le destin semble tout droit sorti d'un roman ? Reprenons le fil de son incroyable existence. Napoléon n'est pas né dans le velours de la cour royale. Non, il voit le jour en 1769, à Ajaccio, en Corse, une île qui venait tout juste d'être rattachée à la France. Il est issu d'une famille de petite noblesse. Imaginez un petit garçon au fort accent, qui arrive à l'école militaire de Brienne, puis à l'école royale militaire de Paris. Un petit Corse au milieu de jeunes Français de bonne famille. Il est souvent solitaire, brillant, dévorant les livres d'histoire et de stratégie, mais aussi moqué pour son origine et son accent. C'est peut-être là, dans cette solitude studieuse, que se forge déjà le caractère d'un homme qui se sentira toujours un peu à part, et qui devra prouver sa valeur sans cesse. La Révolution française éclate en 1789, alors que Napoléon n'est qu'un jeune officier d'artillerie. C'est un vent de folie, de bouleversement. L'ancien régime s'effondre, la terreur fait rage, et la France se cherche. C'est le chaos, oui, mais pour un homme comme Bonaparte, c'est aussi une opportunité en or. Les officiers nobles émigrent, laissant des postes vacants. Le mérite, l'audace, la loyauté à la Révolution deviennent les seuls critères. Et Napoléon, lui, n'en manque pas. Il se fait remarquer pour la première fois lors du siège de Toulon, en 1793. À seulement 24 ans, il élabore un plan audacieux, qui permet aux Français de reprendre la ville aux Anglais. C'est un succès éclatant, et le jeune capitaine est promu général de brigade. La machine est lancée. Ensuite, c'est une ascension fulgurante. Les campagnes d'Italie, à partir de 1796, sont un chef-d'œuvre de stratégie militaire. Avec une armée souvent en infériorité numérique, mal équipée, il défait les Autrichiens et leurs alliés, signe des traités de paix, et s'impose comme un héros national. Il a l'art de la guerre, l'art de motiver ses troupes, de frapper vite et fort. La poudre et la gloire, c'est son carburant. Mais Napoléon n'est pas qu'un brillant militaire, c'est aussi un fin politique. Il voit bien que le Directoire, le régime en place après la Terreur, est faible, corrompu, et incapable de stabiliser la France. La lassitude monte dans le pays. Le peuple aspire à l'ordre, à la paix, après tant d'années de troubles. C'est dans ce contexte qu'il décide de tenter le tout pour le tout. En 1799, de retour de la campagne d'Égypte, une expédition où, d'ailleurs, il a emmené avec lui des savants, posant les bases de l'égyptologie, ce qui montre déjà son esprit polymathe, il orchestre un coup d'État, celui du 18 Brumaire. Il renverse le Directoire et met en place un nouveau régime, le consulat, avec lui-même en tant que premier consul. Le pays l'accueille en sauveur. Fini la Révolution, place à l'ordre napoléonien. Et c'est là que l'homme révèle une autre facette de son génie, celle du bâtisseur, du réformateur. Pendant les 5 années du consulat, puis après s'être fait sacrer empereur en 1804 à Notre-Dame, un événement hautement symbolique où il se couronne lui-même, montrant qu'il ne tient son pouvoir que de lui-même et du peuple, Napoléon Ier jette les bases de la France moderne. Pensez-y un instant, le Code civil, par exemple, achevé en 1804. Ce monument du droit, qui garantit l'égalité de tous devant la loi, la liberté individuelle, la propriété privée, est encore la base de notre droit aujourd'hui. C'est une œuvre colossale, qui a influencé les législations de nombreux pays. Mais ce n'est pas tout. Il réorganise l'administration territoriale avec les préfets et les maires, il fonde la Banque de France pour stabiliser l'économie, il crée le lycée pour former les élites, il établit le Conseil d'État, les chambres de commerce. Il rationalise tout, modernise tout. La France de Napoléon, c'est une France centralisée, efficace, un État fort qui met fin au désordre révolutionnaire. Il fixe les bases d'une société nouvelle, héritière de la Révolution, mais structurée par une main de fer. C'est une période de prodigieuse activité, où Napoléon travaille sans relâche, dictant lettres, décrets, lois. Son énergie est légendaire. On dit qu'il dormait très peu, se contentant de courtes siestes. Il est le chef d'orchestre d'une nation en pleine transformation. Mais cet empereur bâtisseur est aussi et surtout un empereur conquérant. Dès 1805, les guerres reprennent en Europe. L'Autriche, la Russie, la Prusse, l'Angleterre. Tous s'allient contre la France impériale. Napoléon, lui, est à la tête de la grande armée, une machine de guerre redoutable.
Et là, de 1805 à 1812, c'est la période de gloire militaire inégalée. Austerlitz, Jena, Friedland. Les victoires s'accumulent. La bataille d'Austerlitz, en décembre 1805, contre les armées austro-russes, est considérée comme son chef-d'œuvre tactique. L'Europe est à ses pieds. La carte du continent est redessinée selon ses volontés. Il place des membres de sa famille sur les trônes des pays conquis. L'Empire français atteint son apogée. De l'Espagne à la Pologne, de l'Italie à l'Allemagne, l'influence française est partout. L'Empire est immense, trop immense peut-être. Car l'ambition de Napoléon, aussi géniale soit-elle, est sans limite, et c'est là que réside aussi le germe de sa chute. L'Angleterre reste insaisissable, maîtresse des mers. Le blocus continental, qu'il impose pour asphyxier l'économie anglaise, se révèle difficile à maintenir et engendre des résistances. Le vent tourne. La campagne de Russie, en 1812, marque le début de la fin. Avec une armée de plus de 600 000 hommes, la plus grande jamais rassemblée, il s'enfonce dans les immenses plaines russes. La tactique de la terre brûlée des Russes, le froid glacial, les maladies et l'épuisement transforment cette expédition en désastre. Moins de 100 000 hommes en reviennent. C'est une défaite terrible, un coup dur porté à sa légende d'invincibilité. Les puissances européennes reprennent courage. Une nouvelle coalition se forme. En 1813, la bataille de Leipzig, aussi appelée la bataille des nations, voit la grande armée, affaiblie et composée de jeunes recrues, écrasée par la coalition. La France est envahie. En 1814, Napoléon est contraint d'abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, une petite île méditerranéenne. On pense l'histoire finie, mais c'est mal connaître l'homme. Moins d'un an plus tard, en mars 1815, il s'échappe, débarque en France, et entame ce que l'on appelle les 100 jours. Il remonte vers Paris, accueilli en héros par les soldats et une partie du peuple, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Le roi Louis XVIII s'enfuit. C'est un dernier tour de piste pour l'empereur. Il tente de rassembler ses forces, mais l'Europe entière se ligue à nouveau contre lui. La fin est inévitable. Le 18 juin 1815, sur le champ de bataille de Waterloo, en Belgique, il subit sa défaite finale face aux armées alliées, menées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. Cette fois, c'est la fin. Il abdique une seconde fois, et est exilé bien plus loin, sur l'île isolée de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. C'est là, sous la surveillance constante des Britanniques, qu'il passera les 6 dernières années de sa vie, dictant ses mémoires, relisant son épopée, se construisant sa propre légende. Il meurt le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Alors, quel bilan tirer de cet homme hors du commun? Un monstre de génie ou un génie monstrueux? Pour certains, il est le tyran qui a ensanglanté l'Europe, un dictateur qui a rétabli l'esclavage et fait fusiller le duc d'Enghien. Pour d'autres, il est le continuateur de la Révolution, celui qui a stabilisé la France, le grand législateur, l'homme qui a fait rayonner les idées françaises à travers le monde. La vérité, comme souvent, est plus complexe. Napoléon est une figure de paradoxe, à la fois militaire et administrateur, révolutionnaire et empereur, libérateur et conquérant. Il est à l'origine de nombreuses avancées pour la France, mais aussi d'une série de guerres qui ont coûté des millions de vies. Son héritage est immense et nous sommes encore aujourd'hui les héritiers de nombreuses de ses réformes. Son nom seul continue d'évoquer le pouvoir, l'ambition, le destin. Il a marqué l'histoire d'une empreinte indélébile, et son passage sur Terre résonne encore. Que l'on admire ou que l'on déteste l'homme, il est impossible de nier son impact. Et c'est cela, la fascination éternelle pour Napoléon Ier, la force d'un homme qui, par sa seule volonté, a voulu changer le monde. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à explorer la vie de ce personnage colossal. J'espère que cette plongée dans l'épopée napoléonienne vous a passionné. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle page d'histoire dans l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. Au revoir.